ngeen jëf mbokk internet yi nga xamante ni yéen a tàmm di seetaan suñu site bi di Diaspora 221 di am ci mbégte contentement saa su nekk di ànd ak yéen ci suñu programme comme ni ngeen ko xamee waxtu bu nekk actualité bu mun ci am ak fépp fu mu mun ci amee rek dinañ ko daal di jël partage ko ak yéen actuellement nag ñoo ngi fii ci ambassade Ukraine ñu ñëw seet ci ki nga xamante ni moo di ambassadeur bi ñu ñëw waxtaan ak moom ci actualité bi nga xamante ni jamono ji moo am fële ci Ukraine moo di guerre bi nga xamante ni moo am diggante Ukraine ak Russie ci noonee nag la ñuy dalal monsieur l'ambassadeur waaye nag comme ni ko tàmm di defee rek toujours dañuy dooree wolof moom nag comprendre wolof dañuy daal di ànd ak moom ci li nga xamante ni moo di français bi c'est un grand plaisir chers internautes d'être là en face de vous d'accueillir monsieur l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment vous allez? Relativement bien. De toute façon, on est depuis ce matin mieux qu'hier. Mieux qu'hier. Oui. On va parler un peu wolof ou bien vous ne comprenez pas wolof? Ça va, non, yaa ngi ci jàmm. Donc, je vous promets, je suis un élève capable, je crois. Et je pense bien que dans les jours qui viennent, je vais commencer à apprendre le Wolof, je vous promets. La prochaine fois qu'on se voit, peut-être que je vais essayer de dire au moins 10 phrases en Wolof, je vous promets. Super, super. Alors, c'est un grand plaisir d'être là en face de vous. Pouvez-vous nous faire une petite présentation de votre personne, déjà, avant de commencer? Je suis l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, Yuri Pivovarov. Moi, je suis là ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis relativement jeune. Ça fait 4 mois que je suis là, que je suis accrédité, que j'ai remis, en fait, depuis le moment que j'ai remis mes lettres de créance à Monsieur le Président de la République. Bon, la zone de ma responsabilité, je veux dire, enfin diplomatique, ça comprend également 7 pays, de toute l'Afrique de l'Ouest, à partir du Libéria jusqu'à Côte d'Ivoire, Guinée, la Côte d'Ivoire, enfin 7 pays, enfin de toute la région, de cette région. Bon, ben voilà, et en bref, il faut être modeste quand même, donc je m'arrête là ici. Ouais. Toujours au niveau de ma présentation. Ouais. Super, super. Avant d'entrer à la guerre, on va parler un tout petit peu sur la relation entre l'Ukraine et le Sénégal. L'Ukraine et le Sénégal. Nous avons, le 25, je vais commencer par dire que le 25 novembre prochain, cette année-là de 2022, nous allons célébrer le 30e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Il n'y a pas eu, je veux dire, contact direct. Puisque vous comprenez parfaitement bien, c'est toujours grâce à l'ambassade dans un pays étranger qu'on peut vraiment garantir l'approfondissement du dialogue économique ainsi que le vecteur ou bien l'axe économique, humanitaire, commercial, etc. Il n'y avait pas d'ambassade. Mais de toute façon, très bien, j'en suis très content que nous sommes déjà là. Je veux dire, nous, l'Ukraine est présente déjà au Sénégal. Et vu le fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons perdu, je répète ça, beaucoup de temps, donc l'un de mon objectif est de rattraper le plus vite possible le temps perdu à tous les axes, au niveau de l'approfondissement du dialogue politique, ainsi que économie, commerce, éducation, etc., etc. Mais c'était notre tempo. Est-ce que vous serez capable de rattraper ces temps perdus? Oui, bien sûr que oui. Quelles sont vos stratégies? C'est de toute façon, je veux dire, de frapper à toutes les portes, même si ces portes pour l'instant sont fermées. C'est ce que je faisais jusqu'au 24, jusqu'au le début de la guerre. J'avais, je ne sais pas, au moins 3-4 entretiens chaque jour. J'avais eu le plaisir de contacter depuis au moins 3 ministres. Du gouvernement sénégalais. J'ai eu pas mal de contacts, surtout au niveau du commerce. Donc c'était très actif, intense. Maintenant, on va faire une sorte de pause puisque c'est la guerre. Et puis de toute façon, après la guerre, donc certainement nous allons nous attaquer, si je peux dire, sur le dossier bilatéral Ukraine-Sénégalais. Je peux vous dire que nous avons déjà prévu, je ne sais pas exactement comment ça va se développer après,
Après la guerre, bien sûr, c'est un autre scénario, mais moi j'ai été très ravi que initialement nous avons réussi à se mettre d'accord en matière de visite. La première visite de travail dans l'histoire de nos relations diplomatiques de Madame Aïssata Talsal. Voilà, en Ukraine, c'était prévu initialement fin avril. Mais maintenant, bien sûr, vous comprenez, je ne peux pas garantir, bien sûr, que cette visite peut avoir lieu. Mais de toute façon, voilà, ce tempo, cette dynamique, elle a été très élevé avant le 4. Après la guerre, bien sûr, nous allons doubler nos efforts pour qu'on puisse enfin vraiment intensifier nos contacts à tous les axes de nos relations bilatérales. Super. Comment vous voyez la politique diplomatique entre le Sénégal et l'Ukraine? La politique diplomatique, je pense bien qu'actuellement, il serait très souhaitable de toute façon d'avoir. Ce sera très efficace d'avoir une ambassade, l'ambassade du Sénégal en Ukraine, à Kiev. Il n'y a pas d'ambassade pour l'instant, c'est votre ambassade à Varsovie qui couvre, si je peux dire, qui couvre l'Ukraine. Et l'Ukraine appartient à la zone de responsabilité de l'ambassadeur du Sénégal à Varsovie. Franchement, donc, il faut être réaliste et que, bien sûr, si votre ambassadeur il est à Varsovie, il est tout d'abord l'ambassadeur en Pologne. Et puis, je veux dire, secondairement, si je peux dire, enfin, en Ukraine. Vraiment, c'est pas très efficace, mais pour le maximum d'efficacité, enfin, de ce dialogue diplomatique et politique, enfin, bien sûr, dans le cadre de toutes nos relations bilatérales, j'aimerais avoir votre ambassade à Kiev. On travaille là-dessus, mais il faut être réaliste et dire que pour ouvrir l'ambassade, c'est un plaisir qui est très cher. Ouais. Ça c'est sûr. Ouais. Enfin d'avoir l'ambassade, bien sûr, vraiment, ça coûte pas mal d'argent de toute façon. Donc, il faut pour ouvrir une ambassade, donc il faut soulever, si vous voulez, enfin, le niveau du commerce entre nos deux pays à un certain niveau, avec lequel on pourrait, excusez-moi, gagner de l'argent, je veux dire, enfin, pour qu'on puisse, pour que ce soit justifié financièrement, économiquement et commercialement d'avoir l'ambassade dans tel ou tel pays, enfin, étranger, disons. Donc, on travaille là-dessus. J'espère bien que dans les années qui viennent, nous aurons le plaisir, enfin, d'assister à l'ouverture solennelle de l'ambassade du Sénégal à l'Ukraine. Okay. Super. Êtes-vous vraiment satisfait de cette politique diplomatique entre l'Ukraine et le Sénégal? Non. Je peux vous dire que on se connaît pour l'instant, on se connaît pas très bien. Je veux dire, les Ukrainiens et les Sénégalais. Il n'y a pas vraiment de lien solide. Non, je ne pense pas. C'est pas très solide. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur la voie qui mène à ce que nous puissions nous mieux connaître au niveau culturel, au niveau mentalité, au niveau économique, etc. Puisque depuis, comme je vous ai dit, depuis mon arrivée ici, depuis ma présence, depuis 4 mois, j'ai été très, très étonné même de voir parler certaines personnes ordinaires qui pensaient que l'Ukraine, jusqu'à présent, en faisait partie de l'Union soviétique. Donc ça m'a frappé, ça m'a choqué. Bon, je lui ai posé les questions, mais est-ce que vraiment vous pensez que l'Ukraine? Ben oui, ah non. Donc c'est un témoignage de plus, vraiment, du fait que certainement nous sommes obligés tout simplement de nous mieux connaître actuellement, par toutes les voies possibles. Donc, bien sûr, je ne peux pas dire que je suis satisfait de ce niveau, enfin, du dialogue, enfin, mais on est en train actuellement, de travailler là-dessus, bien sûr, d'intensifier, d'activer, si je veux dire, enfin, ce dialogue, enfin, nos relations à tous les niveaux, bon, ben voilà. Ouais, c'est ça. Parlons maintenant à la guerre, qui est vraiment une actualité mondiale. D'après vous, qu'est-ce qui a causé la guerre? Parce qu'il y a plusieurs versions qui sont en train d'être communiquées. D'après vous, c'est quoi la cause de la guerre? Il s'est dit, bon, ben voilà, je ne suis pas empereur. Pourquoi? Nous avons perdu l'Union soviétique, à l'époque.
Non, il faut restaurer. La Russie, pour moi, non, c'est pas suffisant. Moi, je voudrais avoir encore au moins, je ne sais pas, la moitié enfin, de cet espace soviétique. Alors, la Biélorussie est avalée complètement. Actuellement, donc, il faut réfléchir à l'Ukraine. Hein. Bon, ben, et pourquoi le choix de l'Ukraine? Parce que entre la Russie et l'Occident, c'est l'Ukraine. Ouais. Et il continue à considérer l'Ukraine comme une sorte de ceinture de sécurité. Mais c'est très artificiel. C'est très artificiel. Là, il s'agit tout simplement voilà, des ambitions de cette quasi-empereur qui n'est pas couronné pour l'instant. C'est tout simplement d'avaler, comme la Biélorussie, avaler l'Ukraine. Bien sûr. Et c'est tout à fait logique puisque même jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans de notre indépendance, ce patron du Kremlin, ce fameux agent du KGB, il considère, je ne sais pas pourquoi, il continue à considérer de tout notre pays comme son propre territoire. Tout en disant que voilà, les Ukrainiens, mais l'Ukraine, il s'est permis même de s'exprimer d'une manière suivante. Vous parlez de l'Ukraine, mais vous savez, c'est un pays artificiel. Il n'existe en fait, là, dans l'intérieur, il n'existe pas de ce pays. Et les Ukrainiens, c'est qui ? Ce sont presque les Russes, quoi. Enfin, nous sommes des frères. C'est ça. Nous sommes des frères. Ouais. Il n'existe pas, il n'existait jamais un peuple ukrainien en tant que tel. Mais c'est fou, hein, excusez-moi mon langage non diplomatique, mais c'est fou, hein. Il s'agit bien de quoi, par exemple? Jetons un coup d'œil sur l'histoire. Parlez-nous de la Russe, Kiev de Russe, ancien, c'était dans quel 12e siècle encore. Mais Kiev, c'est notre capitale. Kiev, qui était le centre qui a donné naissance à tout l'empire, à toute entité qui à l'époque s'appelait la Russie, la Russe de Kiev. Donc l'Ukraine et Kiev a été créée, a été fondée beaucoup plus avant l'apparition sur la carte de la Russie. Mais bien sûr, ces faits sont négligés absolument par le Kremlin, par Poutine. Comme je vous ai dit, il continue à considérer comme son propre territoire. Et bien sûr, sans l'Ukraine, selon lui, c'est impossible même de commencer à restaurer cet empire. Et pourquoi il veut vraiment l'Ukraine? Parce que c'est le cœur géographique de l'Europe. Mon pays, l'Ukraine, c'est le cœur géographique de l'Europe. Primo. Seconde, l'Ukraine reste actuellement et restera, malgré le fait de la guerre bien sûr, le grenier de l'Europe. Enfin, la plus grande partie, on peut dire, dans le monde entier, mais en Europe en particulier, des terres noires les plus fertiles sont là, en Ukraine. Donc l'agriculture, c'est le grenier européen. Nous avons chaque année, nous avons des records pour des céréales, pour des blés, pour tous les produits agricoles. Vous comprenez, c'est très avantageux, c'est très profitable d'avoir une partie de ma territoire, comme l'Ukraine, là, juste à côté, là. Et en plus, voilà, ce territoire, cette Ukraine, va effectuer une fonction, disons, d'une ceinture de sécurité, puisque là, après l'Ukraine, c'est l'OTAN qui commence. Voilà, les Ukrainiens, après avoir vu en 2014 le comportement de ce monsieur du Kremlin, quand Poutine a pu annexer la Crimée, voilà. Il a pu annexer la Crimée et puis a occupé les territoires à l'est de notre pays, tout en créant soi-disant République populaire de Lugansk et de Donetsk, mais effectivement, en effet, ce sont des enclaves terroristes et des séparatistes qui sont alimentés 24/24 par la Russie,
comme je vous ai dit. C'est tout à fait, c'est toujours la même philosophie, la même approche, le même scénario du Kremlin, comme à l'époque, en 2008, c'était en Géorgie. Maintenant, nous avons reçu soi-disant République d'Abkhazie, Transnistrie en Moldavie, et maintenant. D'après ce que j'entends de vos paroles, vous voulez dire que Poutine s'est préparé depuis des années pour Bien faire sûr, la guerre, en fait. Absolument, Est-ce que vous y aviez une pensée que Poutine allait jusqu'à faire une guerre en Ukraine? Oui, oui, oui. De toute façon, la guerre en tant que telle, que nous le voyons aujourd'hui, elle a été prévue, disons, au niveau théorique, quoi. Donc, au niveau d'experts, au niveau du quartier général, au niveau du ministère de Défense. Mais personne ne voulait croire. Ah, c'est bien. Tout simplement. D'accord. Puisque les gens normaux, c'est absolument, ils ne sont pas capables. Tous les gens normaux, ils ne sont pas capables même de penser, bien sûr, même d'admettre cette pensée qu'en 21e siècle, quand le monde est vraiment, il est devenu déjà en quelque sorte malade, et le monde est déjà fatigué de ces conflits partout, que ce personnage, tout simplement, à 5 heures du matin, le 24, tout simplement, il a voulu, donc pourquoi pas, donc je commence voilà, cette opération, soi-disant, opération de nazification de l'Ukraine, vous voyez? Ben voilà, c'est tout à fait comme l'Allemagne nazie, en 1941. À 4 heures du matin, c'est Kiev, notre pays, notre capitale qui a été bombardée par les nazis. La même chose, la même approche de M. Poutine. 5 heures du mat, quand tout le monde dort, des enfants dorment, enfin tout le monde dort. Et voilà, c'est le plus efficace, voilà, de faire des bombardements. C'est super, c'est sa philosophie. C'est vraiment la philosophie, voilà, d'un fou. D'un fou. Excusez-moi encore une fois, peut-être c'est pas la peine de prononcer ce mot, mais je dis, c'est une psychologie d'un salaud. Puisque la manière d'attaquer comme ça n'importe quel pays, enfin l'Ukraine, de toute façon, à 5 heures du matin, ça c'est vraiment, c'est une méthode très sale et n'est pas très digne. C'est très sale, absolument. Et si, quelques chiffres, 2014, occupation des territoires et annexion de la Crimée. Le pourcentage, le niveau de soutien, non, le pourcentage, disons, des gens, de la population enfin, ukrainienne qui gardaient l'esprit pro-russe, qui soutenait, disons, la Russie, surtout, il s'agit enfin des personnes âgées, qui avaient eu enfin une expérience d'être à l'époque des citoyens de l'ex-URSS, vous comprenez, hein, tu vois. Donc, c'est l'histoire. Oui. Donc, 2014, le pourcentage enfin, des personnes qui soutenaient, qui justifiaient peut-être la Russie, c'était 64 personnes, 2014. Actuellement, 2022, seulement 4 personnes. Donc, 96 personnes, 96% de la population ukrainienne, après avoir vu cette fraternité russe, puisque nous sommes des frères, vous voyez? Poutine crie à 4 coins du monde, mais nous sommes des frères. Vous êtes fous, tout le monde. Non. Nous sommes des frères, absolument. Je vous jure, nous sommes des frères. Nous avons vu cette fraternité. Et nous continuons à voir cette fraternité. Nous avons déjà des milliers, des centaines déjà qui sont là, sur la place qui porte le nom à Kharkiv, là ici, à Kharkiv, qui porte le nom de la liberté. Il y a des femmes enceintes, il y a des enfants qui sont morts, qui sont des cadavres, qui sont partout. Ça s'appelle la fraternité. Donc je peux vous dire que là, c'est point final. C'est point final. Tous les Ukrainiens ont vu déjà cette paix, cette fraternité, etc. Point final. Il n'y aura jamais aucun retour aux relations, je veux dire, enfin,
normal avec la Russie. Ça, je suis certain. Nous avons déjà, il y a quelques jours, le début c'était le 24, le 25, nous avons rompu définitivement les relations diplomatiques avec la Russie. C'est fini, point final. C'est fini. Absolument. Ok. Dites-nous, faites-nous une petite analyse depuis la guerre a commencé en Ukraine jusqu'à nos jours. Alors, aujourd'hui, c'est exactement une semaine, ça veut dire, soit 168 heures que nous continuons de bombarder toutes nos villes. Et au début, c'était très compliqué puisque vraiment c'était quand même, selon les statistiques, la Russie, enfin l'armée russe, c'est la deuxième armée du monde. Nous sommes 22e armée, beaucoup moins nombreux, beaucoup plus faible, ça c'est sûr, militairement bien sûr. Donc au début c'était très compliqué, vraiment c'était très compliqué, il y avait pas mal de tués, de blessés, mais une semaine, de toute façon je peux vous garantir, ce sont nos amis américains, britanniques, enfin européens, occidentaux quoi, qui nous disent qu'au début, peut-être encore le soir, le 23, Poutine a pensé que ce serait une promenade de santé, quelque chose comme ça, qui va prendre maximum 1-2 jours voilà, pour une semaine déjà. Ouais. Une semaine, les Ukrainiens qui sont hyper courageux. Vraiment, je suis fier d'être ukrainien. Comment vous voyez la population ukrainienne? C'est la meilleure, à mon avis, c'est la meilleure population que je connais. J'adore les Ukrainiens et je vous dis encore une fois, je suis fier d'être ukrainien. Surtout après avoir vu ce que nous avons fait déjà et ce que nous continuons à faire dans notre bataille sanglante contre ces barbares russes. Ce sont des gens hyper motivés, impensablement, indiciblement motivés et courageux. Et vraiment, depuis ce matin, il y a déjà des informations très positives qui m'encouragent également que nous avons pu déjà pour la première fois depuis cette semaine à repousser les barbares russes là jusqu'à la frontière ukraino-russe pour la première fois. Et nous gardons le fort également. C'est à nous maintenant, dans la majorité des dimensions, c'est à nous que cette initiative d'offensive, si je peux dire, appartient. Et ça donne du courage. Et vous savez, actuellement, je peux dire que les troupes russes et Moscou et le Kremlin, bien sûr, le voient, hein, ce ne sont plus des officiers, des soldats courageux, bon, avec une bravade traditionnelle, bon, ben voilà. Non, ce sont des lâches. Pourquoi? Ce sont des lâches et des terroristes ordinaires parce qu'ils voient la résistance des Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est combien? 7 000, presque 7 000, oui, même plus. Franchement, je vois 7 000 tués, 7 000 soldats russes sont déjà tués. C'est énorme. 7 000 soldats, oui. 300 soldats sont détenus déjà actuellement. Et c'est un chiffre absolument affreuse, hein, affreuse. Mais l'idée, je vois ce que le Kremlin, enfin les sites, les sources officielles, ils cachent impeccablement tout ça, ces chiffres, là en Russie, puisque les maires, il y a le comité de sauvetage, le comité de maires de sauvetage, enfin je veux dire là à Russie, qui, autant que je sache, est une organisation très influente. Ils ne connaissent pas des réels chiffres, et les chiffres là comme ça, 7 000. Seulement aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais hier, 1500 soldats russes sont tués.
c'est affreux, c'est vraiment tragique. Mais c'est notre droit souverain, bien sûr, de répondre. Puisque nous avons des attaques, nous avons des offensives, donc nous répondons, nous gardons le phare, c'est sûr. Et nous continuons vraiment à battre les Russes et de les repousser maximum aux frontières ukrainiennes. Est-ce que réellement l'Ukraine pourra vraiment résister à cette guerre? Bien sûr que oui. Sachant que la Russie est trop puissante. Bien sûr. Tout en profitant de cette occasion, je dis que, 24 sur 24, je dis 24 sur 24, au moins 3 fois par jour, j'ai des informations que nous recevons de l'assistance, de l'aide militaire de nos partenaires occidentaux, de l'OTAN. À partir, je ne sais pas, des États-Unis. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, nous avons reçu enfin des complexes antimissiles Stinger. C'est l'Allemagne qui nous a envoyé. Puis, en fait, tous les pays baltes. Même la Suisse, pays traditionnellement neutre, donc elle s'est rejointe aux sanctions contre la Russie. C'est bravo, vraiment bravo. Le monde entier s'est mobilisé vraiment et le monde entier a créé déjà cette coalition anti-Poutine. Et c'est toujours dans le cadre de cette coalition que nos partenaires occidentaux nous fournissent chaque jour des armements. J'en profite de cette occasion pour les remercier. Et c'est bien sûr, entre autres, majoritairement, c'est grâce à cette assistance, grâce à ces armes modernes que nous sommes en train actuellement de réussir à battre les Russes. Monsieur l'ambassadeur, est-ce qu'il y a un avancement au niveau des négociations pour l'arrêt immédiat de cette guerre? Est-ce qu'il y a des avancements? Non, madame. Il n'y a pas de progrès, il n'y a aucun progrès. Avant-hier, non, il y a 2 jours, oui. Il y a 2 jours, les Russes ont contacté, bien sûr c'est confidentiel, c'était en tant que confidentiel, mais il y avait pas mal d'infos même sur le net. Donc ils se sont adressés aux Ukrainiens par l'intermédiaire des Biélorusses, de commencer à faire des négociations afin d'essayer d'arrêter la guerre. Bon, ok. Il y a 2 jours, comme je vous ai dit, il y avait une délégation et ils se sont vus, ils se sont rencontrés quelque part, je ne sais pas, au bord de la rivière Pripyat en Biélorussie. 6 heures ou bien 8 heures duraient ces négociations, mais de toute façon, les résultats est nul. Pourquoi? Absolument. Puisque, autant que je sache, les exigences, je souligne, exigences des Russes, c'était quoi? Alors, vous, les Ukrainiens, donc vous vous débarrassez de toutes les armes occidentaux. Vous imaginez la guerre. Donc vous, maintenant, aujourd'hui, vous vous débarrassez de toutes les armes. Voilà. Et tous les occidentaux, au niveau des consultants, au niveau des inspecteurs, instructeurs, etc., tout le monde quitte l'Ukraine. Et c'est comme ça, c'est seulement à ce niveau-là que je pourrais penser à arrêter mon offensive. Bon, les Ukrainiens ont dit. Ok? C'est tout? Oui. Bon, mais ok, très bien. Ils ont replié 4 fois les papiers. Ils ont dit, ok, on verra. Et après ceci, chaque jour, 1500 soldats russes qui sont morts. Donc, non, il y a plus déjà, j'en suis certain, sûr et certain, malheureusement. Puisque nous, les Ukrainiens, et moi en tant qu'ambassadeur, je suis le partisan, je suis très attaché à cette sorte d'instrument de diplomatie, bien sûr. On peut tout régler dans le monde. Tout à fait. On va se mettre à la table, tout simplement. Mais bien sûr, il faut se sacrifier de quelque chose, ça c'est sûr. C'est ça. Mais de toute façon, il faut voir ce système de coordonnées, il faut savoir calculer ces éventuelles pertes et les dégâts, tout ça. Et puis même à la tête, il faut s'arrêter tout simplement de dire, bon ben ok, je m'arrête ici. Bon les gars, on met le point final, ça y est, c'est bon. Mais c'est pas le cas avec le Poutine. C'est comme un gars dragué, si vous voulez, Poutine. C'est comme, he's in drive.
Ça veut dire, s'il a déjà commencé, il voit quelque chose là, je ne sais pas, dans le tunnel. Voilà. Vous n'avez pas peur de lui? Non, absolument, absolument. Non, les Ukrainiens n'ont pas peur de lui. Non pas. Pourtant, c'est un homme vraiment. Pardon? C'est un homme vraiment dangereux. Oui, mais c'est pas la peine d'avoir peur, enfin, de ce monsieur. Il faut être digne, parce que nous sommes des Ukrainiens. Il faut être digne, même si ça risque de provoquer certains problèmes. Bon, ben voilà, c'est la vie, quoi. Bien sûr, mais c'est la vie. Mais non, avoir peur, non, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Du tout. Et les Ukrainiens démontrent cela avec ce courage, avec tout ça, 24 sur 24. Et j'en suis ravi, j'en suis fier. J'en suis fier. Monsieur l'ambassadeur, dites-nous, vous avez entendu le discours du président Macron. Qu'étude faites-vous de ce discours? Bon, le président Emmanuel Macron, bien sûr, c'est notre ami. Notre ami, je veux dire, enfin, ami de l'Ukraine. Il a fait énormément de travail, toujours dans le cadre, dans le format de Normandie 4. Il essaye, même aujourd'hui, mais essayer de le passer depuis 2014, si vous voulez. Enfin, la France, elle a été notre allié, notre assistant, notre avocat, donc dans un très bon sens, bien sûr, auprès du Kremlin. Nous remercions, nous sommes reconnaissants à l'Allemagne ainsi qu'en France, bien sûr, pour toute cette assistance. Je comprends parfaitement bien le comportement, je veux dire, la ligne diplomatique de monsieur Macron. Il essaye de toute façon, il ne veut pas fermer cette petite fenêtre. Je veux dire la fenêtre de négociation, éventuelle négociation, par exemple, pour le dialogue avec Poutine, pour l'instant, puisque beaucoup de pays ont déjà fermé cette fenêtre. Donc, ils ont dit non. Là, je crois que c'est un bon moyen, peut-être c'est un bon moyen, enfin, de rester peut-être au cas où, enfin, une petite fenêtre, enfin, au moins de porter des messages nécessaires, disons, au Kremlin, s'il le faut, au cas de besoin. Donc, bien sûr, j'apprécie énormément les efforts de la France, ainsi que de l'Allemagne, comme je veux te dire, voilà, pour nous aider, voilà. Mais malheureusement, tout le monde le monde entier a vu que ça n'aboutit à rien. Malheureusement, la guerre est là, la guerre est venue. Voilà, et tous ces formats qui ont été quasiment, enfin, efficaces, plus ou moins. Donc, il n'existe plus. Donc, qu'attendez-vous de l'ONU? Plein soutien, enfin, plus de soutien, je veux dire, de la part de l'ONU. Hier, d'ailleurs, je suis fier également d'avoir vu les résultats du vote, enfin, de cette résolution pour le soutien de l'Ukraine, de cette guerre, et puis en matière de condamnation de la Russie en tant que pays agresseur. 141 pays. C'est impressionnant. C'est impressionnant vraiment. Donc, est-ce que vous trouvez l'ONU efficace? Pas tellement, franchement, pas tellement. Je suis face à cette guerre, je veux dire. Face à cette guerre, tout ce que nous voyons actuellement, c'est cette résolution. Avant, c'était bien sûr, il y avait pas mal de résolutions au niveau du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, en matière disons, enfin, d'appel aux Russes afin d'arrêter, par exemple, entre autres, la militarisation de Crimée, etc. Mais voilà, quand je dis donc, il y a dizaines, des centaines de résolutions qui sont déjà adoptées par l'ONU, mais il n'y a pas de rendement pratique. Donc personne ne les prend en considération. Donc malheureusement, dans sa plupart, enfin, les résolutions de l'ONU restent surtout, tout dernièrement, sur le papier, une simple formalité. Donc je suis proche de cette idée qu'il faut vraiment réfléchir à reconstruire, moderniser, si vous voulez, en quelque sorte, reconstruire, enfin même le mode de fonctionnement de cette organisation pour qu'elle puisse être plus efficace quand même, pour qu'elle puisse influer tout simplement
pratiquement sur au moins des conflits, sur des guerres comme nous avons, tout à fait comme nous avons là actuellement en Ukraine. Voilà, c'est mon point de vue. L'émission tire vraiment à sa fin. Est-ce que vous avez une question à répondre à laquelle que je n'ai pas posée? Beaucoup de questions, mais... Allez-y, monsieur l'ambassadeur. Très bonne question. Super. Très bonne question. Franchement, je voudrais parler de pays que j'aime beaucoup. Je voudrais parler du Sénégal. Et je vous dis très franchement, à titre personnel, que vu les résultats du vote d'hier, enfin, je veux dire, de cette résolution, fameuse résolution, 140 pays, c'est super. Il y a pas mal également de pays africains qui ont soutenu, enfin qui votaient pour cette résolution, mais jusqu'à présent, et traditionnellement, parmi ces pays, il n'y a pas de Sénégal. Donc, franchement, je suis déçu. Bien, je comprends, c'est une sorte de politique de neutralité, bon ben voilà, mais c'est un cas, à mon avis, c'est un cas exceptionnel, la guerre en Europe. Et je comptais jusqu'à hier que le Sénégal soit capable de dire oui, de soutenir cette résolution, mais c'était pas le cas, malheureusement. Donc, franchement, déception. Franchement, je suis très déçu à titre personnel, si vous voulez. Mais on va travailler, bien sûr, on va travailler. Peut-être c'est un des résultats, une des conséquences du fait que je vous ai déjà mentionné avant, que peut-être on se connaît pas très bien pour l'instant. Ouais. Et ça viendra. Et tout va venir avec le bien sûr, ça viendra un jour, ça viendra bientôt, j'espère bien. Et c'est pour ça que je suis là, et c'est pour ça que je tiens à intensifier, enfin à dialoguer à tous les niveaux avec le Sénégal. Je souligne encore une fois un pays que j'aime beaucoup. Pendant ces 4 ans, j'ai jamais été avant dans votre pays. C'est un pays très accueillant. Je l'aime Sénégal, ça c'est sûr. Donc je pense bien que après la guerre, nous allons intensifier ensemble avec le Sénégal tous nos efforts. Nous allons doubler les efforts pour qu'on puisse changer cette situation vers le mieux. Puisque vraiment nous avons des perspectives, nous avons d'énormes perspectives. C'est pas la peine de dire actuellement, mais surtout au commerce, éducation, enfin, il y a plein de choses. Voilà, madame. Ça a été un grand plaisir, monsieur l'ambassadeur. Pour moi, c'était vraiment un grand plaisir. Ce fut un plaisir, énorme plaisir pour moi. Je vous remercie infiniment. Un message pour la population ukrainienne. Pour la population ukrainienne. Mes chers compatriotes, mes chers confrères, soyez courageux comme vous êtes. Soyez courageux. Et sachez que là, à l'étranger, même ici au Sénégal, il y a des Ukrainiens qui vous supportent 24/24 et se battent également, mais disons au front diplomatique. Soyez courageux et bonne chance. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Monsieur l'ambassadeur pour Ukraine basé au fii ci Sénégal la ñu dalaloon donc ñu doon waxtaan ci actualité bi nga xamante ni jamono ji moo lëmbee àdduna lu ñuy wax guerre bi nga xamante ni moo am fële ci Ukraine te Poutine provoqué ko donc mbokk yi monsieur l'ambassadeur la woon te présentation ba Fifita Touré la ci technique ba Zigo may sa président bu baax guy gi ak Mamadou suñu PDG Babacar Diaspora ñoo ngi koy bëggee bu baax a baax di leen joxaat rendez-vous très bientôt incha allah.